Chers amis de Paix et Guerre, bonsoir. Je suis heureuse de vous retrouver pour une nouvelle mondoscopie. Nous sommes en fait mardi 31 mars 2026, mais évidemment cette mondoscopie sortira le 1er avril. Encore une fois, je suis obligée désormais pour quelques semaines encore d'enregistrer dès le mardi. Bon, aujourd'hui, on va évidemment parler de la guerre en Iran. Ce sera mon point principal, à l'intérieur duquel je traiterai aussi la question ukrainienne et ses incidences, en fait, possibles sur la politique de Donald Trump, le rôle de Zelensky là-dedans, les possibles interférences dommageables de ce que font les Ukrainiens sur le théâtre moyen-oriental et surtout la politique de Trump. Et puis, je vous parlerai dans un deuxième point, même si voilà, l'Ukraine c'est un peu un bis. Le deuxième point qui pour moi est important, sur lequel je terminerai la mondoscopie, c'est le rôle du Pakistan. Étonnant, mais néanmoins très important en ce moment, eh bien, pour essayer de nous éviter une très très grave crise internationale, à la fois énergétique, économique, alimentaire et évidemment avec des incidences sécuritaires potentielles très importantes, y compris jusqu'en Europe et jusque dans nos États. Alors, le monde, oui, est sur une ligne de crête parce que ce qu'a déclenché Donald Trump, évidemment, ne se passe pas du tout comme prévu, mais ça, je vous en ai parlé, ça fait déjà des mois que j'essaie d'expliquer que ça ne va pas bien se passer et qu'il faut se dispenser d'une agression contre l'Iran. Voilà, c'est pas moi évidemment qu'on écoute, mais néanmoins, l'offensive a été déclenchée. Et évidemment, la riposte iranienne est tout à fait à la mesure de ce pays et de son gouvernement et de son régime et de sa structure institutionnelle, c'est-à-dire extrêmement forte, résiliente et puissante, à vrai dire, et avec beaucoup de munitions en réserve au propre et au figuré. Donc, les Américains sont dans la panade, pour le dire clairement. Je vais revenir là-dessus, bien sûr, en détail. Donc ils sont vraiment sur la ligne de crête entre l'escalade et puis le recul, en fait, qu'il s'agit simplement de maquiller en victoire, parce qu'évidemment, il est hors de question que l'Amérique ne soit pas victorieuse, même si elle se plante, hein, et surtout même si elle se plante. Bon. Donc, il y a des attaques américaines continues et israéliennes encore, avec ce qui reste d'armes et de munitions aux uns et aux autres. Sur Ispahan, il y a eu des bombes de 2000 livres qui ont été lancées tout récemment, là, hier, aujourd'hui probablement encore. Je rappelle les déclarations du 25 mars du ministre des Affaires étrangères, Araghchi, qui a dit que tout le monde a bien compris que défier la République islamique ou jouer avec les intérêts de l'Iran avait de lourdes conséquences. Donc en fait, Téhéran assume une ligne très claire en fait de puissance démontrée sur le terrain et d'intransigeance quant aux conditions possibles, puisqu'il a la main haute militairement, contrairement à ce que tout le monde raconte, et Trump le premier, aux conditions d'un arrêt, d'un arrêt des combats, voilà, d'un retour au statu quo ante. Mais justement, l'Iran ne veut pas que ce soit un statu quo ante. C'est-à-dire qu'il ne veut plus être agressé de la sorte, il veut que les Américains quittent le Moyen-Orient d'une manière ou d'une autre, il veut que les sanctions soient levées, il veut qu'il y ait des réparations pour toutes les destructions qui ont été infligées au pays. Voilà. Donc on est vraiment dans la manifestation d'une nouvelle réalité stratégique. Alors, c'est celle, bien sûr, de l'alternative dont je parle depuis des années, la bascule du monde. Bon, c'est celle de l'axe, clairement, et de plus en plus clairement, entre la Russie, la Chine et l'Iran, c'est-à-dire que les deux premiers n'ont pas du tout l'intention de laisser tomber l'Iran, pas, encore une fois, par bonté d'âme, hein, mais parce que ça correspond à des intérêts extrêmement clairs pour l'un comme pour l'autre.
Donc la grande question, c'est est-ce que cette guerre peut encore être contenue ou est-ce qu'il est déjà trop tard? En fait, voilà, on est vraiment dans une semaine, à mon avis, décisive entre aujourd'hui et je dirais probablement le 6 avril, parce que le 6 avril, c'est la fin du second ultimatum, il est très doué pour faire des ultimatums, Donald Trump, qui a été donné aux Iraniens pour réouvrir, enfin permettre de nouveau le passage à tout le monde du détroit d'Ormuz, et sinon, mais on lui promet le feu de l'enfer, en fait. Voilà. Donc, pour l'instant, si vous voulez, tout ce qui a été fait, ça a pour conséquence que l'Iran, s'il était contraint par la fatwa de l'ayatollah Khamenei que les Américains et les Israéliens ont assassiné, à la retenue nucléaire pour des raisons en fait religieuses. La toute-puissance de Dieu ne peut pas être imitée et recherchée par les hommes. Et bien là, si vous voulez, il y a quand même une très très grosse incitation pour le pouvoir iranien et même pour le peuple iranien à souhaiter se préserver de futures agressions de cet ordre et évidemment à rechercher le nucléaire. Et ça, tous les experts le disent, c'est-à-dire en assassinant Khamenei, qui était le verrou, entre guillemets, dogmatique, le verrou idéologique, le verrou religieux, à l'acquisition de l'arme nucléaire en tant que telle par l'Iran, et en inondant du mieux qu'on peut avec les moyens américains et israéliens le pays de bombes, et le peuple aussi, parce qu'il est quand même là, le peuple, il n'est pas terré dans des caves, d'ailleurs il fait des grandes manifestations de soutien à son horrible régime, qui néanmoins le défend, et donc là, si vous voulez, l'incitation à se doter de la bombe est quand même extrêmement forte. Et donc, en fait, il y a un encouragement à la prolifération nucléaire, parce qu'on sait que c'est une réaction en chaîne, sans jeu de mots. Si l'Iran l'avait, l'Arabie Saoudite la voudrait, la Turquie la voudrait, enfin bon, ça donne des idées à tout le monde, si vous voulez. Et l'Iran, d'ailleurs, parle de sortir du traité de non-prolifération nucléaire, dont il est, je rappelle, signataire, et dont il avait respecté jusqu'à fort récemment, et en tout cas jusqu'au retrait des Américains de l'accord JCPOA en 2017. Il envisage de sortir maintenant du TNP. Bon, Israël n'est pas membre du TNP, Israël a une bombe qui est totalement illégale, peut-être pas illégitime, mais illégale, en tout cas proliférante, si vous voulez, comme d'autres, il n'est pas le seul, sans être membre du TNP. Mais là, voilà, il est clair que l'Iran va chercher à se doter de la capacité nucléaire militaire après ce qu'il a subi. Bon. Donc, Trump a enclenché en fait vraiment une réaction en chaîne, non seulement en matière de prolifération nucléaire, mais d'accélération de la bascule que précisément il cherche à arrêter, si vous voulez, contre la Chine. Et bon, là, alors, il y a la question nucléaire, le ministre des Affaires étrangères russe, Lavrov, l'a dit, la volonté... C'est le seul moyen, en fait, pour l'Iran d'échapper aux attaques américaines et israéliennes dans le futur. Et quand on voit ce que la petite Corée du Nord, qui, elle, est passée par-dessus le seuil nucléaire, finalement, peut se permettre, parce qu'en fait, on ne lui fait rien, voilà, parce qu'on sait qu'elle est nucléaire et qu'elle est capable, et que son leader est suffisamment erratique, si vous voulez, ou imprévisible lui aussi, pour réagir à une éventuelle attaque par l'envoi d'armes nucléaires. Bon. Ensuite, il faut revenir sur le fait que la sous-estimation des politiques et des médias occidentaux, notamment américains et israéliens, sur les capacités de riposte iraniennes, était clairement intentionnelle. Bien sûr, il fallait amener les États-Unis à agir avec Israël contre l'Iran. Il fallait donc faire croire à Trump que ce serait une promenade de santé, que c'était faisable facilement, vite et bien,
parce que lui, ce qu'il aime, c'est les victoires rapides qui lui permettent d'être acclamé et de réclamer, de revendiquer, sinon le prix Nobel de la paix. Là, je pense que bon, c'est un peu enterré, quoique on n'est pas à une provocation près, mais en tout cas de revendiquer le statut d'un chef d'État qui domine la planète et qui est capable, lorsqu'il considère qu'il y a une menace sur la sécurité des États-Unis, qui est capable de faire rendre gorge à un ennemi. Bon, mais pour l'instant, il court à la catastrophe parce qu'il y a un hiatus, en fait, il y a un trou, il y a un gap vertigineux entre les déclarations trumpiennes et la réalité de l'affrontement. Chers amis, l'information est devenue une ressource stratégique. Nos données personnelles circulent, sont revendues et exploitées par des acteurs que nous ne voyons pas, les data brokers. C'est dans ce contexte que je souhaite vous parler d'Inconi, notre partenaire qui sponsorise cette vidéo. Ces data brokers accumulent des informations qui vous concernent, adresses, emails, téléphones, habitudes de consommation, puis ils les revendent à des acteurs marketing, sociétés d'assurance, de santé, employeurs potentiels, voire à des attaquants qui s'en servent pour usurper votre identité. C'est ici qu'Inconi entre en jeu. Il s'agit d'un service automatisé qui contacte à votre place plus de 420 courtiers en données personnelles et leur demande de supprimer les informations qui vous concernent. Tout cela en 3 étapes simples. Vous créez votre compte, vous fournissez les informations strictement nécessaires pour identifier vos profils exposés, vous donnez l'autorisation à Inconi d'agir en votre nom. Inconi contacte automatiquement des centaines de courtiers et exige la suppression de vos données et les relance. C'est une façon de réduire massivement votre exposition au spam, à la publicité intrusive et au risque d'usurpation d'identité. Inconi est d'ailleurs le premier service de suppression de données personnelles à avoir été vérifié de manière indépendante par le cabinet de Deloitte, qui est une référence. La souveraineté, ce n'est pas simplement un concept stratégique appliqué aux États. C'est aussi la capacité de protéger notre identité sur Internet. Si reprendre le contrôle de vos données vous parle, vous pouvez découvrir Inconi via le lien en description de cette vidéo. Une réduction de 60% sur l'abonnement annuel est actuellement proposée via ce lien ou avec le code Galacteros. Merci beaucoup à Inconi d'avoir sponsorisé cette vidéo et de soutenir notre travail sur PayGuerre. Alors, Trump passe sa vie à dire mais les Iraniens n'ont plus de marine, ils n'ont plus d'aviation, ils sont écrasés de bombes, ils s'en vantent, voilà. En fait, il croit, je pense qu'il est encore dans ce schéma mental bien des guerres menées, d'ailleurs perdues aussi par les États-Unis, mais bon, menées depuis le ciel dans les années 80 et 90 avec des frappes aériennes, avec quelques troupes au sol, enfin de grandes troupes au sol dans le cas irakien, mais bon. Mais là, face à l'Iran, c'est pas du tout le sujet, c'est plus du tout la même guerre. Ce sont des drones, ce sont des missiles, dont certains hypersoniques. C'est tout à fait différent. Et je ne vous parle pas de ce qu'est le détroit d'Ormuz et les côtes iraniennes le long du détroit d'Ormuz. C'est 2000 kilomètres. Hein. Alors on en est à quelques milliers de Marines, mais enfin ça fait 1 par kilomètre, ou 2, ou 3, enfin, si vous voulez. C'est totalement ridicule. C'est hérissé de cachettes pleines de gens, de missiles et de drones. C'est imprenable en fait. Voilà. Donc ce serait là, s'il lance une offensive terrestre, hein, avec les troupes qu'il a là, face à un pays en armes, avec en gros, hein, entre les gardiens de la Révolution, l'armée iranienne elle-même, etc., je pense qu'on n'est pas loin de 2 millions d'hommes. C'est totalement fou en fait, c'est totalement utopique comme opération. C'est clair, c'est net, enfin je pense qu'il y a quand même des généraux qui ont dû le lui dire, enfin j'espère qu'on le lui a dit, mais puis alors Karg, bon, s'ils prennent les petites îles, ils seront piégés, ils seront ciblés. Donc il faut vraiment espérer qu'il y a des négociations en cours et on va revenir
dessus. Bien sûr, les Iraniens savent qu'on va leur refaire le coup, de pourparler pour les endormir un peu et en même temps de relancer une attaque. Donc, c'est pour ça qu'il y a une intransigeance iranienne très claire et qu'ils lui ont jeté à la figure son plan en 15 points ridicule, parce qu'en fait, c'est encore un plan de capitulation de l'Iran. De la même manière que le plan Kellogg américain face à la Russie était aussi un plan qui espérait la capitulation de la Russie. Mais si vous voulez, l'Iran comme la Russie, mutatis mutandis, ça n'est pas le même théâtre, ça n'est pas le même conflit, etc. Mais ils ont la main, c'est-à-dire ils sont en position de force. Donc ils n'ont aucune raison de capituler. C'est une évidence. Alors, est-ce que Trump se fait raconter des histoires par tous les gens qui l'entourent? C'est une possibilité, on lui ment beaucoup, ça c'est clair. Mais est-ce qu'il ne se rend pas compte que tout ce qu'il propose tombe à plat? Il y a bien une raison, c'est que l'autre peut se permettre de l'envoyer promener avec ses plans. Voilà. Parce que ces plans sont en fait des plans de capitulation, donc sont totalement inadaptés à la réalité du conflit. Bon. C'est abscon, quoi. Bon. Alors, du côté israélien, ça va très mal, parce que les défenses... Israël est en mauvaise posture, les défenses aériennes israéliennes sont en train de s'effondrer, de s'épuiser. Au Liban, ça se passe quand même très mal. Hezbollah, qui est soi-disant quasi mort, fait quand même des cartons sur des chars Merkava, sur des chars israéliens. Les Houthis vont de déclaration martiale en déclaration martiale. Ils ont aussi des missiles qui leur sont donnés, très probablement, qui ont un certain nombre de capacités inquiétantes. Il y a bien sûr les milices irakiennes chiites qui sont aussi à l'assaut. Alors, pour Israël, certains experts disent qu'en gros, 80% des drones et missiles iraniens envoyés sur Israël passent, en fait, franchissent le dôme de fer. Donc, il y a des villes, il y a des ports qui sont ravagés. D'ailleurs, Naftali Bennett, ancien Premier ministre, qui aimerait bien le redevenir, a expliqué que cette guerre était une erreur, un désastre pour Israël, que évidemment son rival Netanyahou était incapable, il ne savait rien gagner, c'était bien gentil de lancer la guerre sur tous les fronts, mais ça c'était overextend Israël, là pour le coup, c'est plus la Russie ou c'est plus la Perse, là c'est Israël qui est en très mauvaise posture, il a même dit qu'il manquait de 15 000 à 20 000 hommes, pour pouvoir sérieusement faire face à la menace. En Asie, alors l'Asie c'est très intéressant parce que là aussi on voit que Trump, dans son fiasco, là, est en train d'accélérer vraiment la bascule du monde et de l'amplifier géopolitiquement parce qu'en fait, avec la fermeture de fait d'Ormuz, les Chinois, mais aussi les Indiens, les Pakistanais, les Indonésiens, les Thaïlandais, les Malaisiens, les Vietnamiens sont en train de tout faire pour pouvoir, parce que c'est une question de survie pour eux, continuer à faire passer non seulement du pétrole, mais tout un tas de choses par le détroit d'Ormuz. Et donc le discours c'est doucement, c'est pas notre guerre, nous ne sommes pas vos ennemis, ça c'est le discours vis-à-vis de Téhéran, laissez-nous passer, laissez passer nos navires, et les Iraniens sont, je crois, en mis en place un système, alors je ne sais pas si ça a été déjà avalisé par le Parlement iranien, mais un système de droits de douane en rial iranien, voilà, pour ces navires de pays ayant une cargaison à destination de pays qui donc ne jouent pas le jeu américain, en fait, ni israélien, et se refusent à prendre parti contre eux, ce qui est assez logique. Entre nous, je pense qu'on ferait exactement la même chose. Mais, si vous voulez,
On voit bien qu'il n'y a donc pas un front uni, loin de là. Je ne vous parle même pas de l'OTAN, qui a refusé d'aller dans ce guêpier. Pour une fois, c'était une décision intelligente. De pays européens eux-mêmes qui ne veulent pas non plus rentrer là-dedans, parce qu'il n'y a que des coups à prendre. Non seulement il n'y a aucune victoire envisageable, mais il n'y a pas de, si vous voulez, se heurter comme ça de front à l'Iran et derrière eux à la Russie et à la Chine, c'est pas forcément extrêmement intelligent. Et Peter Hegseth, le secrétaire d'État américain à la guerre, peut bien expliquer que les Américains se souviendront de la manière dont leurs alliés les ont laissés tomber, etc. Parce que les vrais alliés, c'est ceux qui viennent avec vous quand on le leur demande. Ben non, 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 ça c'est pas des alliés, c'est des serviteurs qui viennent quand on le leur demande. Les alliés, ils doivent quand même jauger aussi un petit peu si on n'est pas en train de les engager dans une galère interminable, comme ça a été le cas, comme c'est exactement ce qu'a essayé de faire George W. Bush en 2003 avec l'Irak. Il a réussi à entraîner une partie de l'Europe à ce moment-là dans la guerre. Heureusement, la France avait su se préserver de ce désastre-là. Bon, donc l'Europe essaie de se préserver de l'aventurisme, mais si vous voulez, Trump, là, est en train, en fait, il s'est lancé dans une folie qui non seulement accélère la bascule du monde à ses dépens, mais ça renforce bien sûr l'axe de plus en plus structurant et de plus en plus clair, de plus en plus assumé, Chine, Russie, Iran. D'ailleurs, l'Inde qui a fait des circonvolutions et a semblé se ranger un peu pour des raisons économiques, bien sûr, du côté américain depuis quelques mois, là, parce que l'Inde, c'est vraiment le maillon faible sur lequel appuient beaucoup les États-Unis, contre la Chine et contre la Russie, et contre l'Iran, l'espèce, parce que vous savez qu'il y a ce projet dont je vous ai déjà parlé, de corridor de transport entre la Russie et l'Inde qui passe par l'Iran. L'Inde doit commencer à regretter son pas de côté des BRICS pour rejoindre les États-Unis. Enfin bon, voilà. Donc, si vous voulez, Trump a mis le monde entier en fait en danger d'une très grave crise. Alors ils peuvent toujours dire, ah bah oui, nous, bon, ça aide nos pétroliers finalement, ça fait grimper nos prix, voilà, venez donc raffiner votre pétrole chez nous, nous sommes finalement les gagnants. Bon, ça lui permet de dire un jour que Hormuz est essentiel, le lendemain qu'il ne l'est pas du tout. Mais en tout cas, l'Europe, l'Asie, l'Afrique, n'en parlons pas pour les questions alimentaires, mais l'Asie aussi. Je ne sais pas si vous imaginez le problème que le blocage d'Hormuz constitue pour notamment les flux d'engrais, de composants des engrais, qui permettent à l'Asie de se nourrir, en fait, de produire du riz, par exemple. Voilà, il y a des pays entiers dont ce sont les productions essentielles et vitales, en fait, pour leur population. Donc, la crise arrive, la crise est là, vous avez dû vous en rendre compte en faisant votre plein, comme moi. L'inflation grimpe aussi, les stocks stratégiques, c'est bien gentil, mais enfin, pas non plus une éternité, les stocks stratégiques. Donc, ils risquent d'être assez vite défaillants, et dans certains pays d'Asie, ça approche. Donc, il faut arrêter les frais. Et pendant ce temps, quelqu'un ne l'aide absolument pas. Et c'est assez ahurissant, parce qu'on a l'impression qu'en fait, c'est Zelensky dont je parle, il a compris qu'en fait il allait être lâché, et en fait c'est vraiment le va-tout permanent, la politique du pire en permanence. On se demande ce qu'attend Donald Trump pour le mettre de côté, le marginaliser. Enfin, pour l'instant, il le fait parler. En plus, Zelensky se permet de faire parler Donald Trump sur les garanties de sécurité, en expliquant que les Américains donneraient des garanties de sécurité si l'Ukraine renonçait au Donbass. Il s'est fait remettre au prix rapidement par Marco Rubio, le secrétaire d'État, qui là, pour le coup, lui a quand même rappelé
qu'il n'y aurait pas de garantie de sécurité américaine tant qu'il n'y aurait pas d'accord de paix, parce qu'évidemment, sinon ça équivaudrait à une co-belligérance des États-Unis vis-à-vis de l'Ukraine, co-belligérance officielle, parce qu'elle est évidemment officieuse depuis des années, hein, quand Rubio ou Exed explique que la guerre d'Ukraine n'est pas leur guerre, c'est quand même vraiment se moquer du monde et s'imaginer que les gens n'ont vraiment aucune mémoire de rien. Ça peut arriver, ça arrive, enfin tout de même. Bon, en tout cas, pour en revenir à des choses concrètes, que fait Zelensky pour ne pas se faire oublier, si vous voulez? Ben, il active sa capacité de nuisance, qui est malgré tout encore assez importante, surtout qu'on certainement les Britanniques doivent l'aider dans ce genre de manœuvre. Et donc il lance des attaques contre les infrastructures énergétiques russes. Donc il y a quelques jours, il y a eu une raffinerie de pétrole dans la région de Yaroslav, qui était une raffinerie de la société Yanoslavneft, c'est-à-dire une des 5 plus grandes et capable de raffiner 15 millions de tonnes de pétrole par an, qui a été tapée, qui a été ciblée et attaquée par des drones ukrainiens, donc samedi matin dernier. Mais la semaine d'avant, il y avait eu un port et une usine de raffinage, enfin une raffinerie de Ust-Luga qui avait été aussi attaquée. Il y a eu en fait plusieurs attaques depuis plusieurs mois, si vous voulez. Et donc, il y a des spéculations sur le thème, enfin quand même, les producteurs de pétrole russes risquent de se trouver dans des cas peut-être de force majeure. La Russie a d'ailleurs annoncé rapidement après ces attaques qu'elle interdisait toute exportation de gasoil pour une durée indéterminée. Donc quand même, il y a des dommages qui sont faits. Reuters a calculé que 40% du pétrole russe, enfin de la capacité d'exportation de pétrole russe, était à l'arrêt pour l'instant, et que voilà, et que ça c'était du fait de toutes ces frappes, hein, celle-ci, mais aussi les précédentes, sur les raffineries russes. Le Kremlin n'a pas confirmé, comme d'habitude, mais quand même, je pense, enfin, les analystes un peu précis, beaucoup plus précis que moi, expliquent que, oui, la Russie a une capacité d'exportation de pétrole un peu réduite, en tout cas réduite actuellement. Évidemment, les Ukrainiens font ça aussi parce que du fait de ce qui se passe en Iran, les Russes voient leur pétrole d'un seul coup devenir absolument indispensable, y compris aux Européens. Donc, et certainement aux Indiens et aux Chinois d'autant plus, etc., etc. Et donc, ça rapporte de l'argent, hein, je crois, je ne sais plus, 200 millions, je ne sais plus. J'ai peur de dire une bêtise, donc je me demande si c'est pas 200 millions jour. Et tout ça, c'est très très bien pour le budget de guerre, bien sûr, de Vladimir Poutine. Donc les Ukrainiens, ça les rend fous, leurs alliés aussi, et d'ailleurs probablement la CIA, le MI6, comme d'habitude, les usual suspects. Hein, et donc, c'est une sorte de tentative de casser ce rebond du budget russe né de ce qui se passe en Iran. Donc, la question c'est pourquoi les États-Unis laissent-ils faire ? Parce qu'en même temps, Trump devrait empêcher ces attaques, si vous voulez, parce que finalement, les exportations de pétrole russe permettaient aussi de temporiser, d'alléger, si vous voulez, les effets de la crise énergétique que Trump a déclenchée par ses frappes contre l'Iran. Donc il y avait une alliance objective d'intérêt, si vous voulez, entre les Russes et les Américains sur ce plan. Et donc d'ailleurs, le secrétaire d'État américain au Trésor, hein, Scott Bessent, avait levé les sanctions américaines
sur tous les pays achetant du pétrole russe. Il avait commencé par l'Inde, mais il l'a fait avec d'autres. Donc, voilà, donc dans ce contexte, si vous voulez, les attaques ukrainiennes, ça vient compliquer la stratégie apparente, en tout cas américaine. Parce que, évidemment, la fourniture, enfin la capacité de fourniture de pétrole globale va être réduite par ces attaques, puisqu'il y aura moins de pétrole russe. Ça veut dire que ça va faire augmenter les prix, ça veut dire que ça va évidemment faire baisser la consommation des populations, notamment occidentales, et donc ça va fragiliser à la fin des fins, à la fin de la ligne, l'économie américaine. Donc pourquoi Trump laisse faire? Alors, certains disent que, cyniquement, ils pourraient aussi, les États-Unis pourraient aussi vouloir finalement exacerber la crise énergétique en calculant que ça permettrait finalement aux producteurs et aux raffineurs américains de s'en sortir encore mieux, de proposer leurs services et en tout cas de pouvoir vendre leur pétrole plus encore, si vous voulez, pendant que l'Afrique, l'Eurasie seraient déstabilisées grâce aux manœuvres russes, notamment en Iran, aux manœuvres américaines et israéliennes en Iran, excusez-moi. Donc la question c'est où est Trump là-dedans? Qu'est-ce qu'il veut? Est-ce qu'il veut faire baisser les conséquences de ses propres actes contre l'Iran en permettant à la Russie finalement d'exporter? Dans ce cas-là, il faut qu'il arrête Zelensky. Ou est-ce qu'il se dit, après tout, à la fin des fins, les États-Unis sont le premier producteur mondial de pétrole, et donc, et peut-être de gaz d'ailleurs, je me demande, aujourd'hui, naturel liquéfié, et après tout, tout ça nous favorise. Bon, je ne sais pas, je ne sais pas vous le dire. Ou alors, c'est Zelensky qui, de son propre chef, a décidé de faire ça aux dépens des États-Unis pour, à défaut de se faire aimer et de se faire aider, se faire suffisamment détester et être suffisamment nuisible pour qu'on s'intéresse de nouveau à lui et qu'on se dise qu'après tout, il vaut mieux lui donner un peu d'argent pour continuer à harceler la Russie sur ses franges occidentales plutôt que de la voir en train de faire n'importe quoi. Voilà, on peut imaginer qu'il a cherché à exploiter le focus de Donald Trump sur cette espèce de troisième guerre du Golfe, en se disant, bon, pendant qu'il fait ça, moi je peux continuer à taper, à essayer de taper le Kremlin, les coffres du Kremlin, n'est-ce pas, en réduisant les exportations de pétrole russe, en les gênant, en permettant pas à leur budget d'exploser et de nourrir la guerre contre mon pays. Bon, voilà, qui attend des concessions de l'autre? Il est évident que Zelensky aimerait beaucoup non seulement des garanties de sécurité américaines, mais voudrait que Trump prenne de nouveau fait et cause, comme la précédente administration, pour lui. Voilà, donc c'est quelque chose sur lequel je voulais vous alerter. Si Trump décide de le punir, il y a une manière très, très simple, c'est simplement suspendre les ventes d'armes à l'OTAN, qui sont après transférées à l'Ukraine. D'ailleurs, étant donné qu'il critique Trump beaucoup l'OTAN en expliquant que l'OTAN n'est pas venue à sa rescousse, n'est-ce pas, notamment sur la question d'Ormuz, ce serait un moyen d'affaiblir non seulement l'Alliance, mais surtout les Européens qui ne lui obéissent pas, manifestement, sur ce point non plus, et puis d'étouffer un peu, de mettre un peu le chapeau sur Zelensky en espérant peut-être à la fin des fins calmer un peu le jeu avec la Russie ou se servir de la Russie comme médiateur dans une déconfliction avec l'Iran. Ça, ce serait peut-être assez intelligent. Bon, on verra ce que va faire Trump. En tout cas, il en est donc à son dernier ultimatum, il l'appelle comme ça, à l'Iran, qui s'arrête, qui tombe le 6 avril,
Et il explique, d'ailleurs avec une indécence complète, que finalement, eh bien, si les Iraniens ne font pas ce qu'on leur demande, c'est-à-dire ne réouvrent pas Hormuz, eh bien, au business, hein, comme il dit, eh bien, les États-Unis feront exploser et détruiront totalement toutes les usines iraniennes euh, électrique, tout ce qui concerne l'exploitation du pétrole et aussi l'île de Karg et aussi d'ailleurs les usines de désalinisation. Allez hop, voilà. Et il explique jusqu'à présent nous avons été assez bons pour ne pas les toucher, n'est-ce pas? Mais avec les soldats que vous avez depuis 47 ans, les soldats américains que vous avez tués depuis 47 ans, ce serait finalement la moindre des choses. Donc c'est très cynique, c'est très vengeur, si vous voulez, c'est complètement ridicule. La réalité, alors, quand il est interrogé après ce type de déclaration par la presse, même la presse complètement... la presse américaine lui demande, mais enfin, ce serait quand même commettre des crimes de guerre de masse, là, en faisant ça, hein, parce que ça s'adresse bien sûr ça tape les populations civiles, tout autant que la puissance des gardiens de la Révolution ou du régime lui-même. Bon, il a sa merveilleuse pom-pom girl, Caroline Leavitt, là, sa porte-parole, qui explique d'ailleurs que l'Iran a été détruit à 70%. Avant, c'était 90%. Si vous voulez, toutes les semaines, ça baisse un peu. Mais là, en tout cas, il est dans une espèce de vendetta parce que rien ne se passe comme il le souhaite. Vous me direz que ça fait très longtemps. Il y a des déclarations de Trump des années 80 disant déjà qu'il voulait le pétrole iranien. Voilà. Donc, si vous voulez, c'est très clair. Et ce qui est très clair aussi, c'est que comme ça se passe très mal au plan militaire, pour les États-Unis, en tout cas pas du tout comme prévu, eh bien, vous avez une évolution voilà, de plus en plus claire dans l'exposé des objectifs de la guerre, les objectifs américains de la guerre. Donc là, ce qui est très drôle, c'est que quand Marco Rubio décrit ses objectifs, il oublie les principaux objectifs, parce que ceux-là, ils n'arrivent pas à les atteindre en fait. Les principaux objectifs, c'est quoi? C'est l'uranium, hein, enrichi, empêcher l'Iran, c'est les missiles nucléaires, donc enfin, c'est le programme nucléaire, c'est le régime change, échec total, c'est la réouverture d'Hormuz. Bon, tout ça, ça n'a pas été atteint, donc on n'en parle plus. Donc on a d'autres objectifs. La destruction de l'armée de l'air iranienne, bon, elle n'a jamais été non plus extraordinaire. La destruction de leur marine, là encore, oui, ils ont détruit une frégate dans les eaux indiennes ou dans les eaux internationales, mais près de l'Inde, là, qui était en exercice, une frégate désarmée. Enfin, pour le reste, bon, ils ont tapé quelques petites choses, mais enfin, il n'y a pas non plus une énorme marine iranienne. Mais ils ont toute une flottille de petits bateaux ultra rapides et ils ont aussi des mini sous-marins. Je pense que c'est surtout de cela que devraient s'inquiéter les Américains. Et donc Rubio dit ça, destruction de la marine, destruction de la force aérienne, diminution importante de leur capacité de lancement de missiles et destruction de leurs usines. Bon, tout ça, c'est quand même, c'est gros comme une maison, quoi. C'est une manière de préparer une sortie un peu comment dirais-je, sur la tranche, en invoquant une supposée victoire, parce que si vous dites que c'est ça les objectifs, vous pouvez dire, regardez, ça je l'ai fait. Voilà. Comme c'était mes objectifs, je l'ai fait. Sauf que les vrais objectifs, évidemment, étaient d'autres et bien plus importants, et ceux-là, ils n'ont pas été atteints, de toute façon. La guerre est, d'une certaine façon, si j'ose dire, j'assume ce que je dis, elle est perdue.
elle est, si vous voulez, si les Américains vont plus loin et se lancent au sol massivement, ça va être un véritable désastre. Ça ne veut pas dire que l'Iran ne sera pas à la fin en ruine, c'est probable, mais l'image que ça donnera des forces armées américaines, je pense, sera redoutablement délétère voilà, pour l'image, pour le crédit, pour tout ce qui est très très important, pour le soft power, n'en parlons pas, des États-Unis. Bon, donc, ce qui est très intéressant, en tout cas, c'est qu'on parle de moins en moins d'Ormuz et que Trump explique que finalement, Ormuz n'est plus vraiment nécessaire pour conclure, pour mettre fin à la guerre. Qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut éviter la dérive de la mission initiale qui est manquée, dont les objectifs n'ont pas été atteints. Et voilà. Et pendant ce temps, les Iraniens, eux, ils continuent. Ils détruisent les infrastructures de leurs voisins, surtout depuis qu'on a tapé leurs usines pétrochimiques, à Tabriz notamment. Eux, ils tapent le Koweït, la plus grosse usine de désalinisation, qui quand même, dans cette usine, c'était à peu près la capacité, c'était près de 40% de la capacité du Koweït en matière de désalinisation de l'eau, donc c'est très très important. Les compagnies pétrochimiques israéliennes sont aussi tapées. Ça, c'est le commandant pour l'espace des gardiens de la Révolution qui l'a annoncé. Donc, si vous voulez, et voilà, il y a d'autres sociétés israéliennes qui sont aussi tapées, bien sûr. Il y a énormément il y a eu de très gros dommages dans un camp de l'armée de terre américaine, la US Army, camp Buring au Koweït, donc avec voilà, beaucoup de destruction. Donc, si vous voulez, là, les Iraniens ne s'en laissent pas compter et très bien, Trump a expliqué qu'Ormuz finalement n'était pas nécessaire pour que la guerre s'arrête, la réouverture d'Ormuz. Et ben voilà, ça n'enlève rien à ce que font les Iraniens, parce que je pense que voilà, ils veulent démontrer que ça ne va pas s'arrêter sur quelques vagues promesses, ça va s'arrêter sur une véritable redéfinition des rapports de force. Et donc, les États du Golfe, évidemment, sont très inquiets, parce qu'en fait, ils se demandent s'ils ont bien fait d'abord, au début, non, mais assez vite, quand même, se mettre du côté américain. Et là, ils s'inquiètent parce qu'ils se disent, bon, bah, si Trump, il découvre que les États-Unis vont les laisser tomber. Si Trump ne va pas au sol, ne relance pas le conflit encore plus, etc., ne s'enlise pas finalement, eh bien nous, derrière, on risque de se retrouver face à un Iran qui sortira de cette guerre bien plus puissant encore qu'il n'y était quand le conflit a débuté, le 28 février. Donc on est vraiment... ils sont très inquiets, en fait. Ils ont très très peur que l'Iran, finalement, sorte de la guerre avec un contrôle concret, pratique, sur les exportations d'énergie du Golfe, des nouveaux revenus aussi, hein, et donc les Émirats arabes unis et l'Arabie saoudite laissent tourner l'idée qu'ils pourraient rejoindre carrément les Américains dans le conflit, carrément, voilà, si vous voulez, directement, plutôt que de risquer une telle issue. Mais c'est pas parce qu'ils vont les rejoindre que ça va changer l'issue, si vous voulez. Bon, enfin bon. Et ils se rendent compte qu'en fait, ils auraient dû probablement se désolidariser, pardonnez-moi, des États-Unis et, j'allais dire presque, dans le meilleur des cas, voler au secours de l'Iran.
parce que là, vu le tour qu'a pris la guerre, donc ils ont aussi probablement naïvement cru que les Américains n'allaient faire qu'une bouchée, n'est-ce pas, des Iraniens, ils sont en train de se rendre compte que les frappes iraniennes sur leurs installations pétrolières, sur leurs usines de désalinisation, tout ça, ça peut fragiliser considérablement leurs économies et leur société. Donc, on n'est pas à l'abri du fait que certains États du Golfe se disent que finalement, ils ont plutôt intérêt à ne pas se mettre l'Iran à dos. Donc, ils n'ont pas intérêt à se mettre l'Iran à dos et ils préféreraient peut-être acheter leur tranquillité finalement et une forme de protection voilà, par une aide économique ou financière à l'Iran, etc. Enfin, tout vaut mieux que l'escalade, si vous voulez. Et je pense qu'il y a un certain nombre d'États du Golfe qui commencent à se rendre compte voilà, que tout ça, ça part dans tous les sens et que les Américains ne contrôlent pas du tout la situation. Pas du tout la situation. Quant aux nations asiatiques, qui sont quand même les plus gros marchés pour les exportations d'énergie du Golfe, et qui ne sont pas dans la ligne de mire de l'Iran, bah, elles vont aussi très probablement, et j'en ai parlé au début, elles vont se résoudre à payer finalement. Hein. Il vaut mieux, même si ça va provoquer la colère américaine, je pense que des pays comme le Japon, des pays comme les États européens aussi, ont plutôt intérêt à faire cela et à pouvoir continuer à bénéficier d'énergie et de tout le reste et d'engrais passant par Hormuz que de se mettre l'Iran à dos de manière radicale, si vous voulez. Donc, voilà où nous en sommes. En tout cas, pour l'instant, les Saoudiens et les Émiratis essaieraient, paraît-il, mais moi ça me semble tellement à courte vue que j'ai du mal à y croire, mais il y a certaines fuites qui disent que, bah, écoutez, voilà, ils essaieraient de pousser Trump à une opération au sol parce que tout vaut mieux qu'un Iran qui sortirait renforcé de sa victoire dans la guerre. Bon. Et quant à Israël, bon, bah, on peut imaginer qu'eux aussi poussent Trump à aller au sol et à taper au maximum toute l'infrastructure énergétique iranienne, parce que bah, c'est ce qu'ils cherchent depuis le début. Mais sur le fond, il faut savoir quand même que les dommages infligés à l'Iran, la dégradation des capacités iraniennes, si vous voulez, par les Israéliens comme par les Américains, est quand même très largement exagérée. Bon, il y en a qui disent « mais l'Iran a été renvoyé, non pas à l'âge de pierre, mais pas loin, parce qu'il y était déjà, naturellement. » Mais voilà, il a des décennies maintenant dans la vue pour se reconstruire. Moi, je pense qu'il y a surtout une constante révision à la baisse des dommages assessment, comme on dit, hein, des analyses finalement d'impact, d'effet, si vous voulez, des frappes, y compris dans l'administration Trump. Exemple, les frappes qui ont été faites sur les usines très importantes de production d'acier, parce que l'Iran est un des plus grands producteurs mondiaux d'acier. Ces analyses-là ont montré, les photos satellites, etc., ne sont pas très très concluantes. Voilà, ça n'a pas été détruit terriblement. Alors, il y a une fuite, est-ce que c'est une vraie fuite ou une vraie fausse fuite? Soi-disant, il y aurait eu la fuite porte sur un appel entre le président iranien, Pezeshkian, et le commandement des gardiens de la Révolution. Et Pezeshkian aurait demandé, imploré les gardiens de la Révolution de lui permettre de négocier avec les Américains, parce que sinon l'économie iranienne allait s'effondrer en quelques semaines, etc., si rien n'était fait. Et les gardiens lui auraient dit « mais certainement pas ».
Bon, alors ça voudrait dire qu'ils sont vraiment aux commandes du pays et il n'y a aucune négociation à faire. Euh, voilà, et on est capable de tenir extrêmement longtemps. Alors, quoi qu'il en soit, si vous voulez que cette fuite soit vraie, soit fausse, ce qui est certain, c'est qu'évidemment, les États-Unis et Israël ont infligé de très lourds dégâts à l'Iran, c'est incontestable. Mais la question, c'est dans quelle mesure est-ce que malgré tout, le système iranien, sa décentralisation, son organisation, sa capacité d'anticipation, ses stocks d'armement, peuvent permettre à l'Iran de tenir dans quelle mesure et combien de temps, si vous voulez. Voilà, il faut tenir dans la tempête, quoi. Bon. Et moi, je pense qu'ils en ont encore sous le pied, comme on dit vulgairement. On a vu l'Ukraine résister bien plus, avec bien plus de succès, d'ailleurs, à des attaques de la Russie depuis 4 ans. Et donc on ne voit pas pourquoi l'Iran ne résisterait pas, si vous voulez, à un mois d'assaut américain enfin, c'est quand même une nation qui est en train de voir ses stocks de munitions, de missiles intercepteurs tomber considérablement. Donc, clairement, le temps joue pour l'Iran, voilà. Politiquement, bien sûr, parce que les midterms approchent, et là, Trump est en train de se mettre vraiment dans une impasse tout seul, donc il a vraiment intérêt à ouvrir les yeux et à passer en mode apaisement. Économiquement, parce que le pétrole continue de grimper et l'Iran fait beaucoup d'argent, beaucoup plus en tout cas qu'avant la guerre. Et puis militairement, parce que les États-Unis sont en train de voir leur stock de munitions clés baisser. Et finalement, les Iraniens leur infligent une attrition, une dégradation, si vous voulez, de tout leur système extrêmement coûteux et quasi irremplaçable. Et ça, voilà. Et puis, il y a la carte secrète, bon, enfin, qui n'est plus vraiment secrète, c'est évidemment le soutien russe et chinois. Il y a beaucoup de rapports disant qu'il y a des livraisons russes à la fois par avion et par bateau via la Caspienne. Et les Chinois, ils fournissent probablement à l'Iran une garantie, enfin un soutien économique et financier pour tenir dans la tempête, en fait, et pour tenir la société dans la tempête. Bon. Et ça peut durer très longtemps. Regardez ce qu'on a fait pour l'Ukraine. L'Ukraine, on la porte à bout de bras depuis tellement longtemps. Et voilà, on peut imaginer que les Américains feraient la même chose pour Taïwan, etc., etc. Donc, il n'y a pas d'effondrement imminent de l'Iran, comme on voudrait nous le faire croire. C'est un pays immense, c'est un pays énorme, c'est un pays qui a des ressources colossales. C'est un pays aussi, on voit que une grande partie des cibles frappées par les Américains et les Israéliens sont des immeubles civils, parce qu'en fait, ils essaient d'en faire sortir les gardiens de la Révolution. Je ne suis pas sûre que ce soit aussi très bon politiquement pour l'image de ce conflit donné à la population iranienne. On voit bien que, là encore, les questions de démocratie, de droits de l'homme, de développement, de la femme, de je ne sais quoi, tout ça est quand même extrêmement cosmétique. Et l'Iran est capable de répondre, en fait. L'Iran répond. L'Iran a mis en feu un complexe d'une aciérie en Israël, à Beersheba. Enfin, voilà, ça n'arrête pas, si vous voulez. Et en plus, ils ont toujours, clairement, ils annoncent ce qu'ils vont cibler et ils le font. Et ils lancent des missiles et ils arrivent à passer à travers les défenses aériennes et ils arrivent à frapper des objectifs en Israël. Donc, si vous voulez, pour l'instant,
il faut quand même le reconnaître, tous les objectifs de la guerre ont échoué. Que faire ? C'est là que mon dernier point intervient. Je veux vous parler de la façon dont le Pakistan est en train de se positionner et d'être positionné, à vrai dire, par l'ensemble des acteurs de ce conflit, en situation d'être un médiateur. Il se trouve que le Premier ministre du Pakistan, Ishaq Dar, est aujourd'hui, mardi 31 mars, à Pékin, pour négocier et pour être médiateur, finalement, en tout cas c'est ce qu'il faut espérer, d'une forme de grand accord, si vous voulez, de grand bargain, de grand marchandage entre les superpuissances que sont les États-Unis et la Chine. Le Pakistan, alors pourquoi le Pakistan ? Parce que c'est le seul pays qui a la confiance des uns, enfin de l'un et de l'autre, des États-Unis et de la Chine. Et dans cette guerre qui est en train en fait de reconfigurer l'ordre mondial, on ne s'en rend pas compte, on nous explique que c'est là le Moyen-Orient, Hormuz, Karg, bon, mais c'est extrêmement global. Là. Selon que les États-Unis s'en sortent ou ne s'en sortent pas, humiliés ou pas trop, avec un deal ou pas. Et je vous rappelle que les jours là que nous vivons, c'était ceux où Donald Trump devait se trouver à Pékin lui-même, dans une visite d'État, pour rencontrer Xi Jinping. Donc là, si vous voulez, c'est les Pakistanais qui sont là, et c'est le Premier ministre pakistanais qui est à Pékin. Et donc il y a une intense, si vous voulez, activité diplomatique pour essayer de trouver une issue. Ça a commencé il y a quelques jours, enfin ça s'est monté en tension il y a quelques jours. Donc samedi dernier, Islamabad a reçu les ministres des Affaires étrangères de l'Arabie Saoudite, de la Turquie, de l'Égypte et donc du Pakistan pour un sommet quadrilatéral sur la guerre d'Iran. Après le meeting, le Premier ministre a confirmé que les États-Unis et l'Iran avaient exprimé leur confiance dans le Pakistan pour être facilitateurs dans des pourparlers, pour être médiateurs. Les 4 ministres des Affaires étrangères réunis à Islamabad ont eux aussi reconnu au Pakistan cette capacité à accueillir des pourparlers USA-Iran direct ou indirect, enfin des négociations. Mardi, donc aujourd'hui, les 2 ministres des Affaires étrangères pakistanais et chinois se sont rencontrés et le ministre chinois Wang Yi a dit à son homologue que la Chine appréciait les efforts infatigables du Pakistan et soutenait le Pakistan dans son désir de jouer un rôle de médiation. Parce qu'en fait, le Pakistan, il attend aussi quelque chose. Il attend d'être conforté, d'être assuré, d'être protégé par la Chine dans cette affaire. Voilà, faut comprendre ça aussi dans le jeu avec l'Inde, évidemment. Wang Yi, qui est un grand ministre des Affaires étrangères, a dit que le dialogue était la seule façon d'aider à restaurer la navigation, une navigation normale à travers le détroit d'Ormuz. Donc c'est clair, c'est ça que veut aussi la Chine. Donc il faut que Trump le comprenne. C'est pas un soutien abstrait à la paix, etc. C'est quelque chose de très concret pour les Chinois qui ont un intérêt commercial évident à ce que ça se passe bien, à ce que le commerce international puisse se faire dans un sens comme dans l'autre, à travers le détroit d'Ormuz. Il faut que le pétrole puisse aller facilement, il faut que toutes les chaînes de valeur puissent être reconnectées, enfin rétablies si vous voulez.
Et donc, c'est pour ça que Ishaq Dar, donc le ministre des Affaires étrangères pakistanais, est là. Et il est là, d'ailleurs, c'est d'ailleurs le Pakistan qui avait déjà donné aux Iraniens le fameux plan en 15 points des Américains. Bon, dont on sait qu'il était, c'est même pas une ébauche, c'est encore, comme je vous l'ai dit, un plan qui n'a aucune chance évidemment d'être appliqué, puisque c'est une espèce d'accord léonin proposé aux Iraniens qui gagnent dans l'affrontement, là, dans la guerre d'usure. Bon. Donc, le Pakistan, d'après le Wang Yi toujours, a avec la Chine un partenariat dans tous les domaines. Il l'avait déjà dit en janvier. Hein, bon. Et d'ailleurs, les Pakistanais et aussi les Saoudiens avaient signé un accord mutuel de défense, et n'oublions pas que le Pakistan est une puissance nucléaire, en septembre 2025. Les Pakistanais avaient aussi, notamment, je crois, le chef d'état-major de l'armée de terre, je crois, pakistanais, avait déjeuné avec Donald Trump à la Maison-Blanche. Donc, vous voyez, le Pakistan est en contact avec la Chine, en contact avec l'Arabie Saoudite, en contact avec les États-Unis, et évidemment en contact avec les Iraniens, puisque le Premier ministre pakistanais, Shehbaz Sharif, parle régulièrement avec son homologue iranien Pezeshkian, et notamment samedi dernier, ils se sont parlé pendant plus d'1 heure. Donc, en fait, le Pakistan, sur cette planète, c'est le pays qui a l'accès et la confiance aux 4 acteurs majeurs dans cette affaire que sont les Washington, Pékin, Téhéran et Riyad. Voilà. Donc il peut jouer, il a l'accès, c'est ça, hein, la médiation, la facilitation, bon. C'est à ça que ça sert. Il faut avoir ça, sinon on ne sert à rien et on n'est pas pris au sérieux, évidemment. Et il faut se souvenir que déjà le Pakistan, en 1971, c'était un avion pakistanais, en fait, qui avait emmené Henry Kissinger, depuis le Pakistan, depuis Islamabad, jusqu'à Pékin, voir Mao. 1971, c'est le moment très important où les États-Unis de Nixon et la Chine de Mao vont entrer. Alors c'est vrai que De Gaulle, je crois, avait déjà convaincu Nixon, mais vont entrer dans une forme de coexistence, en tout cas de reconnaissance, de compréhension minimale, intelligente, de leurs puissances respectives. Et c'est déjà, si vous voulez, les Pakistanais avaient déjà joué les médiateurs en 1971. Donc en fait, ils sont en train de reproduire d'une certaine façon cet exploit. Et ça, à l'époque, ça avait quand même ça avait redessiné en fait le sort et l'avenir de la guerre froide, si vous voulez. C'est là qu'il y avait eu une forme de détente. Et d'ailleurs, ça s'était aussi exprimé avec la Russie à l'époque, entre les États-Unis et la Russie. Bon, bref, donc les Pakistanais, il ne faut pas les négliger. C'est très important. Et il faut comprendre aussi les préoccupations de la Chine. Et j'ai été encore trop longue, mais je terminerai là-dessus. La Chine, parce que donc il va y avoir un grand marchandage qui aurait dû se faire directement entre Trump et Xi Jinping, mais qui va se faire à travers les autres, à travers en dessous, si vous voulez, les ministres des Affaires étrangères. Bon, donc la Chine, elle importe à peu près 1,5 million de barils jour de brut iranien. Elle contrôle 90% des terres rares et 99% du gallium mondial. Les États-Unis ne peuvent pas se passer de cela.
ni des terres rares en matière de défense, de semi-conducteurs, d'énergie, de transition énergétique. Voilà, donc c'est ça le grand marchandage. C'est qu'il faut en fait que grâce aux Pakistanais, les Américains et les Chinois s'entendent et que la conclusion de cette entente, la conséquence ou l'illustration de cette entente pourra se manifester peut-être à la fin dans le déblocage de la passe du détroit d'Ormuz, mais en tout cas dans une baisse qu'il faudrait assez rapide de la tension au Moyen-Orient et dans une reconnaissance par les États-Unis eh bien que l'Iran ne sera pas forcément leur prochain trophée, si vous voulez. Voilà. Donc, le grand marchandage, c'est l'accès au pétrole pour la Chine. D'ailleurs, Trump l'avait dit dès le début de la guerre, c'est un problème pour les Chinois, si Hormuz est fermé, etc. Donc, la Chine, elle veut l'accès au pétrole et elle donne en échange l'accès et la sécurité, la fourniture assurée, si vous voulez, de terres rares aux États-Unis. Je pense que c'est tout à fait, c'est probablement ce qui se joue. Et à la fin, eh ben, effectivement, on peut arriver à des Iraniens qui seront conduits, qui auront intérêt, parce qu'ils y trouveront leur intérêt financier et bien sûr sécuritaire, à laisser passer de nouveau le trafic par le détroit d'Ormuz. Et tout ça se fera par la négociation, il n'y aura pas besoin de prendre l'île de Karg, et tout ça, ça va passer par la médiation d'Islamabad. Donc, en gros, nous sommes le 31 mars, et l'ultimatum tombe de Trump, parce qu'il passe sa vie à faire des ultimatums, donc après il est coincé, c'est très mauvais de faire des ultimatums. C'est le 6 avril, donc là nous avons 5 jours, 6 jours même, qui sont extrêmement importants, où ce serait vraiment tout à fait passionnant d'être au cœur de cette médiation. Le Pakistan est connecté aux États principaux qui sont les acteurs principaux de ce conflit. Il faut absolument qu'il se passe quelque chose et que ça marche. Et donc, je termine cette mondoscopie en vous disant qu'à la fin de cette semaine, en gros, on va savoir où on en est, si vous voulez. Soit ça va se calmer, et je l'espère de tout cœur, pour nous tous, en Europe, partout, et évidemment pour les Iraniens, et évidemment pour Israël aussi, et évidemment pour le Moyen-Orient, qui quand même... et pour le Liban, enfin bref, il faudrait que... Voilà, c'est très très compliqué, hein, ça ne veut pas dire que tout va s'arrêter non plus, mais soit ça va s'arrêter d'un coup, ça va baisser en tension d'un coup, soit on est parti vers l'inconnu, dangereux, aléatoire, volatile, d'un aventurisme américain à l'assaut de l'Iran. Voilà, je vous quitte sur cette mondoscopie, j'ai été encore trop longue. Je vous remercie de liker, de partager, de me dire aussi, de me faire des commentaires que j'adore lire. Si je ne réponds pas à tous, évidemment, je ne peux pas répondre à tous, mais j'aime beaucoup lire vos commentaires. N'hésitez pas à nous soutenir, bien sûr, via Tipeee et surtout en vous abonnant, pour ceux qui le peuvent, au Cercle des Amis de Paix et Guerre. Le lien est en description de cette vidéo, où je peux vous donner d'autres informations, d'autres émissions, les Clés du Monde, le Grand Direct, dont je rappelle que le prochain sera exceptionnellement déplacé au 12 avril. Je vous remercie de votre attention et je vous souhaite une très belle soirée, chers amis. À bientôt.